Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG Politique, le nouveau rendez-vous de Télé Grenoble. 40 minutes chaque semaine en tête-à-tête avec un élu du territoire. Aujourd'hui, je reçois Franck Longo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes maire de Fontaine, conseiller départemental de l'Isère, vous êtes membre du MoDem. Vous vous considérez comment sur l'échiquier politique, plutôt au centre droit ? Oui, c'est exactement ça. Effectivement, le MoDem appartient au centre et j'en fais partie maintenant depuis 3 ans. Et je suis le nouveau maire de Fontaine depuis maintenant 1 an. Vous avez 33 ans, vous faites partie d'ailleurs des plus jeunes maires de l'agglomération grenobloise. Vous faisiez quoi avant de vous lancer en politique ? Alors j'ai fait des études de droit et à la fin de mes études, en 2014, je suis devenu directeur de cabinet à la mairie de Moirans. Et 3 ans après, je suis passé directeur général des services dans cette même mairie. Et j'ai été élu donc maire en 2020 et j'ai bien sûr arrêté ce que je faisais avant à la ville de Moirans pour me consacrer exclusivement à mes missions politiques. Vous connaissez bien, même si vous êtes jeune, le fonctionnement des collectivités locales. Pas de lien de famille avec Jenny Longo Non, malheureusement. Alors je faisais croire quand j'étais petit que c'était ma maman, mais c'était pas vrai. Bon, alors vous l'avez dit, vous êtes en poste depuis plus d'1 an à la mairie de Fontaine. Vous avez fait chuter un bastion communiste. Fontaine était communiste depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. C'était une petite révolution à l'échelle de la commune, même à l'échelle de l'agglomération. Est-ce que le fait de devenir maire d'une ville comme Fontaine, ça a été aussi une révolution dans votre vie personnelle ? Bah forcément, je suis jeune, je sortais de 6 ans de travail, donc une vie assez courte dans le monde professionnel. Et je deviens maire de Fontaine, et quand on devient maire, forcément, on ne sait pas ce que c'est qu'être maire. On pense savoir. Et puis finalement, on est dedans, on est propulsé sur cette mission. Et je dois dire que je suis extrêmement heureux de l'être aujourd'hui. Alors effectivement, ça a été une révolution pour Fontaine. Et d'ailleurs, on l'a vu en 2020, très peu de communes ont basculé. Et ça a été le cas de Fontaine. Mais ça se sentait un petit peu, puisque déjà en 2014, le maire précédent avait été, entre guillemets, pas très bien élu, puisqu'il avait fait le moins haut score de l'Isère avec 34% des voix. Donc aujourd'hui, voilà, je suis maire en 2020. Les Fontainois avaient envie de changement. Et puis ça s'est concrétisé. Et j'ai ce visage-là aujourd'hui de représenter ce changement à Fontaine. On le dit, c'est un métier compliqué d'être maire d'une commune, d'autant que je crois qu'une grande partie de votre équipe n'a pas non plus d'expérience, elle n'était pas élue auparavant. Alors je dirais pas que c'est compliqué, je dirais que c'est beaucoup de travail effectivement, mais extrêmement enrichissant. Et effectivement, on est 29 élus dans notre majorité et on était 3 ou 4 à avoir déjà exercé des mandats. Alors surtout des mandats d'opposition, mais on ne peut pas considérer que ce sont des mandats de majorité. On n'a pas du tout la même vision et pas du tout le même pouvoir. Et c'est effectivement une nouveauté pour la grande majorité de notre équipe. Mais je dois dire que ça se passe très bien. Et avec ces habitants de la société civile, puisqu'en réalité, ils n'étaient pas non plus politisés, et on arrive, je pense, à faire fonctionner cette commune de Fontaine et à présenter des nouvelles choses aux habitants, puisqu'en réalité, on est surtout, nous, issus des habitants, sans considération politique, finalement, puisqu'on a des personnalités peut-être de gauche, peut-être de droite dans notre équipe. Mais beaucoup, comme je l'ai dit, ne sont pas encartés politiquement, et c'est ce qui fait la richesse de notre équipe. On est surtout pragmatique. On se pose une question, on a un problème, et on y trouve une réponse la plus concrète possible. Alors, il y en a un dans l'équipe qui a quand même de l'expérience, puisqu'il est là depuis 20 ans au conseil municipal, c'est Laurent Tovis, qui a été adjoint de la majorité communiste sur un mandat, qui est aujourd'hui un de vos adjoints. Vous appuyez beaucoup sur lui Effectivement, Laurent Tovis fait partie des gens d'expérience que nous avons la chance de compter dans notre équipe. Il a été dans la majorité de 2001 à 2008, donc ça date quand même un petit peu. Il s'est après présenté contre la majorité communiste. Et effectivement, son expérience nous est extrêmement importante, et surtout sur les dossiers métropolitains, puisqu'il est président du groupe centriste à la métropole. Et Laurent Tovis est une personne de très grande qualité. J'ai la chance de l'avoir à mes côtés, puisque ça me permet forcément d'avoir un petit peu plus d'expérience aussi avec moi. Et c'est tout à fait appréciable. Et bien sûr qu'on travaille main dans la main. On est issu d'une liste fusionnée. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'équipes séparées. On est vraiment unis et ça se voit, je pense, sur la commune de Fontaine et ça se voit également à la métropole. Et un socialiste qui est maintenant à la République en marche. Vous évoquiez les communistes. Comment ça se passe justement les relations ils ont tenu la ville pendant plus de 70 ans. Aujourd'hui, ils sont dans votre opposition. Vous êtes un jeune maire. Est-ce qu'ils vous chahutent un peu ? Bon, c'est assez drôle de finalement échanger les rôles, c'est-à-dire que moi-même j'étais dans l'opposition. Je passe. Oui. Quand on est dans l'opposition, on a ce rôle-là d'être un petit peu offensif et d'essayer d'aller chatouiller, comme on dit, la majorité, de trouver les problématiques. Après, voilà, aujourd'hui ils ont ce rôle-là et nous lançons nos nouveaux projets, donc forcément ils essayent de venir contester certaines choses, mais je trouve que ça passe bien en conseil municipal. On présente nos projets. Alors bien sûr, il y a des débats puisqu'on compare souvent nous à ce qui a été fait avant et ils tentent d'expliquer
expliquer ce qu'eux avaient fait à l'époque, mais nous, ça nous permet aussi surtout de valoriser notre projet et notre bilan, puisqu'on fait un certain nombre de choses supplémentaires, on met un certain nombre de choses en place en plus, et forcément, il y a ce jeu de comparaison qui se joue en conseil municipal, mais c'est la logique et c'est ce qui se passe dans tous les conseils municipaux de toutes les communes. Alors vous vous inscrivez pas dans la continuité de ce qui a été fait, j'imagine que vous essayez d'impulser à une nouvelle direction pour la ville de Fontaine? C'est ça, on a été élus pour changer les choses et finalement, je crois qu'on a réussi quand même à le faire depuis un an sur différents sujets. Je prends par exemple la gestion communale qui était extrêmement importante pour nous. On a baissé les indemnités du maire et des élus. Moi-même, j'ai baissé de 1 000 € par mois l'indemnité du maire. On a supprimé les véhicules de service du maire, du premier adjoint, des chefs de service. Donc on a fait un gros travail sur la gestion communale pour derrière pouvoir investir énormément d'argent dans tout ce qui est bâtiments communaux, embellissement de la ville. Et on passe d'ailleurs de 19 millions au mandat précédent à 44 millions sur ce mandat-là. Donc on a vraiment la volonté d'investir énormément d'argent. On met des moyens supplémentaires sur la sécurité. Je sais qu'on va y revenir bientôt à la fois dans les moyens humains mais aussi dans les moyens techniques. On travaille également sur l'environnement. On a 2 millions d'euros qui vont être consacrés à l'embellissement de la ville par la végétalisation. Végétalisation des rues, végétalisation des cours d'école, végétalisation des façades des bâtiments publics. On met aussi de l'argent dans l'accessibilité de notre commune pour les personnes à mobilité réduite. On travaille avec la métropole sur des sujets comme la déchetterie et je sors d'un rendez-vous à la métro où nous avons finalisé le calendrier de cette ouverture de la nouvelle déchetterie en 2024. Donc ce sont évidemment des beaux projets qui vont intéresser nos habitants. On travaille par exemple sur le centre de Saint-Nizier. La ville de Fontaine a la chance d'avoir un centre de loisirs dans la montagne et depuis cette année d'ailleurs on a augmenté le nombre de classes qui pouvaient partir sur notre centre de Saint-Nizier. Donc là aussi, on a un projet pour le réhabiliter, pour mettre des couchages, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, pour 1,8 million d'euros. On fait un urbanisme plutôt raisonné de la commune. On travaille sur les commerces. On a 5 nouveaux commerces qui viennent de s'ouvrir avenue Aristide-Briand et place Louis Maisonnat. Donc on a envie de dynamiser la ville et c'est un petit peu notre politique aujourd'hui. C'est entre guillemets essayer de baisser les points négatifs. Quand on parle de sécurité, c'est le travail qu'on fait. Puis à côté, il faut qu'on ramène du positif, c'est-à-dire qu'on crée des choses, qu'on montre qu'à Fontaine, on est une belle ville qui se passe de nombreuses choses, comme par exemple, on a créé l'animation de la fête médiévale au mois de septembre. On a fait entre 5 000 et 6 000 personnes. Demain, on travaille sur la création d'un marché de Noël qui n'existait pas avant. Et pareil, là aussi, on va essayer d'être ambitieux. Et puis, on n'oublie pas non plus des sujets importants pour nous, comme le social et la santé. On a mis en place un colis de Noël pour les personnes âgées depuis l'année dernière. C'est 38 000 €. On a fait la piscine gratuite l'année dernière au mois d'août. Cette année, on l'a fait à 1 €. Puisqu'on le sait bien que pendant la période Covid, ça a été compliqué pour nos concitoyens pour partir en vacances. Et puis les difficultés financières se sont accrues. Et par exemple aussi, on a mis le cinéma gratuit à la source pendant les dernières vacances pour que nos jeunes puissent aussi mettre un pied dans un équipement qui peut être aujourd'hui un petit peu élitiste. Forcément, la culture, on essaye de l'ouvrir au plus grand nombre, mais on voit bien que certaines familles de nos quartiers n'y vont pas. Et donc, par ce cinéma gratuit, même si ça reste qu'un film, eh ben, on a réussi à faire venir des familles, venir des enfants dans cet équipement et peut-être que demain, ils iront voir des concerts, du théâtre, etc. Alors ça, c'est votre bilan sur votre première année de mandat. On parlait de l'événementiel, de l'héritage des communistes. Il y a un événement à Fontaine qui est un peu emblématique, c'est la fête du travailleur alpin, c'est la petite fête de l'humanité, le rendez-vous de tous les communistes du département. Est-ce qu'elle va continuer à avoir lieu chaque année sur votre commune ? Elle a eu lieu cette année, effectivement. Nous, on n'est pas là pour... Peut-être pas encore eu le temps de trancher le sujet. Non, on a effectivement discuté avec le travailleur alpin. Non, nous, on est pour la diversité des activités à Fontaine et justement, tout ce qui peut faire rayonner la commune, on s'en saisit et on a vocation à y faire perdurer avec certaines règles. Ce qu'on a dit justement à l'association des travailleurs alpins, c'est que la commune ne participerait pas financièrement à un événement qui a une visée assez politique. Donc, entre guillemets, il ne faut pas que ça coûte d'argent aux Fontainois, mais à partir de là, on a bien sûr laissé les portes ouvertes parce qu'on n'est pas là pour brimer les uns ou les autres en fonction de leurs idées politiques. Ça n'a pas été notre sujet, mais voilà, on fait en sorte que la commune puisse être diverse et variée. C'est vraiment l'objectif pour nous. Alors Fontaine, c'est à peu près 23 000 habitants. C'est la 6e commune de l'Isère. Vous l'avez dit, être maire d'une commune comme Fontaine, c'est un job à plein temps. Vous avez laissé votre activité professionnelle. Pourtant, vous avez souhaité solliciter un autre mandat en juin dernier, puisque vous êtes présenté sur le canton de Fontaine-Vercors pour être conseiller départemental. Vous avez d'ailleurs été élu. Pourquoi ce choix, à peine arrivé à la mairie, de vouloir un autre mandat ?
Alors l'objectif, c'est toujours le même, c'est pouvoir défendre mon territoire dans des instances, que ce soit la métropole ou le département, pour faire peser la ville de Fontaine et le canton de Fontaine-Vercors. Et je crois qu'il est important aussi que nous, les élus, puissions aller dans ces instances-là pour défendre nos projets. Donc l'objectif, c'est ça. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de délégation au département, c'est-à-dire que je ne suis pas vice-président aux routes ou au collège qui me donnerait une mission supplémentaire d'envergure départementale sur laquelle je n'aurais pas le temps de m'investir. Mais je suis simple conseiller, ce qui me permet de participer aux instances et donc de suivre les dossiers de Fontaine, mais également de mon canton. Et je crois que la complémentarité, elle est exactement là pour faire le lien. Mais le département ne me prend pas plus de temps. En tout cas, je sais que je suis aussi consacré vers Fontaine et mon canton, et c'est le plus important. Donc, vous faites partie de la majorité départementale de Jean-Pierre Barbier, majorité à droite sur le département de l'Isère. Vous siégez également au conseil communautaire, à la métropole, comme tous les maires normalement de l'agglomération. Ça ne fait pas quand même un peu trop pour un jeune élu ? Non, après, c'est les responsabilités qu'on y exerce. Comme je le disais, aujourd'hui à la métropole, nous sommes un groupe centriste qui n'est pas dans la majorité. Donc on assiste au conseil métropolitain qui a lieu une fois par mois environ. Et donc on évoque certains sujets. Je fais partie également de la conférence des maires qui se réunit aussi régulièrement. Et ça permet aussi de défendre Fontaine. Et qui mieux que le maire et les élus de Fontaine, parce que je ne siège pas tout seul. On est 4 élus de la majorité de Fontaine à y siéger. Et c'est extrêmement important que le maire d'une commune importante sur la métropole y siège. Et d'ailleurs, tous les maires de toutes les communes de la métropole, quasiment, en tout cas toutes les grosses, siègent à la métropole. Et c'est important pour nous de défendre nos dossiers et d'être présents, puisqu'on porte la parole de notre commune. Alors les responsabilités ne vous font pas peur, les mandats non plus. En juin prochain, il y aura une élection importante pour notre territoire, ce sont les législatives. En plus, Fontaine est doublement concernée, j'ai envie de dire, parce qu'il y a 2 circonscriptions qui sont à cheval sur la ville de Fontaine. C'est une particularité qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs. Est-ce que vous serez candidat pour ces législatives ? Alors non, là la réponse elle est claire et elle est définitive. Effectivement, je suis déjà quand même maire d'une commune avec un changement politique donc qui dit beaucoup de travail puisqu'on remet quand même un certain nombre de choses en place. Je représente Fontaine et mon canton au département et bien sûr je représente la ville de Fontaine à la métropole et je crois que c'est largement suffisant, ça me donne assez de travail donc je ne serai pas candidat, je n'en veux pas plus, je n'en souhaite pas plus. Il est important que je me consacre déjà à ce pourquoi j'ai été élu. Sur la 4e notamment, sur la 3e circonscription, il y a Émilie Chalas, qui est la députée sortante de La République en marche, donc qui est proche du MoDem. Vous la soutiendrez sur sa candidature ? Alors Émilie Chalas fait partie de notre groupe à la métropole, donc on est dans le même groupe politique, on porte les mêmes idées, on défend les mêmes dossiers. Donc évidemment, la réponse est que je soutiendrai la députée sortante Émilie Chalas sur la 3e circonscription de Grenoble et une partie de Fontaine. On pourrait imaginer que vous soyez son suppléant, par exemple, pour marquer le coup ? Bon, j'ai déjà quand même, on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de responsabilités. C'est symbolique, suppléant. Oui, ça peut être symbolique, mais ça peut aussi moins le devenir s'il y a des changements en cours de mandat et qu'il y a une responsabilité à prendre derrière. Non, aujourd'hui, vous le savez, quand on est député, on ne peut pas être maire d'une commune. Et bien sûr, j'ai été élu il y a 1 an et c'est pour rester maire de ma commune. Donc, je n'ai pas vocation à aller sur cette élection législative. Bon, la loi sur le cumul des mandats, puisque vous l'évoquez, c'est une bonne chose. Ou certains élus, Henri Bayle, par exemple, président du Grésivaudan, il y a quelques semaines sur ce plateau, la remettait en cause, cette loi sur le cumul des mandats ? Forcément, on peut y trouver des avantages et des inconvénients, mais quand on regarde le passé où on avait des ministres, maires, responsables de départements, de métropoles, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. Donc elle a au moins le mérite de diversifier un petit peu plus la vie politique. Et ça, on peut quand même s'en réjouir. Après, effectivement, est-ce qu'il est aussi important quand on est député d'avoir un mandat local ? Peut-être que oui, puisqu'on peut y trouver un intérêt, en tout cas un ancrage sur le terrain qui peut être intéressant pour défendre, notamment dans les instances nationales, certains dossiers. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle est rentrée dans les mœurs et qu'on ne reviendra pas en arrière. Bon, vous soutiendrez donc Émilie Chalas sur cette 3e circonscription où on annonce, il y a des rumeurs qui annoncent éventuellement la candidature d'Éric Piolle. Ça pourrait faire un beau match entre Émilie Chalas et Éric Piolle. On aura le temps d'en reparler d'ici le mois de juin. Est-ce que vous soutiendrez également sans retenue Emmanuel Macron pour la présidentielle ? Alors on va attendre de savoir déjà s'il est candidat, même si on n'en doute pas beaucoup, mais effectivement aujourd'hui le MoDem auquel j'appartiens n'a pas de candidat et se dirige vers un soutien à Emmanuel Macron. J'ai d'ailleurs signé moi-même la tribune des 600 élus qui soutiennent cette candidature. Donc oui, sans surprise. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de le rencontrer dans le cadre du Congrès des maires la semaine dernière. Donc on a échangé ensemble et il est assez impressionnant quand même. En termes, alors là, je parle moins des idées qui peuvent bien sûr être débattues, mais en termes de charisme, voilà, je trouve qu'il y a une
personnalité qui est quand même assez forte. Et en tout cas, je trouve qu'il a bien endossé le rôle et bien sûr qu'il aura mon soutien s'il l'est. Non, lui aussi, il a commencé très jeune sa carrière d'élu. Vous êtes solidaire sur toute sa politique Non, on peut toujours discuter de tout, avec des choses quelquefois qui peuvent nous déranger ou qu'on aurait fait peut-être autrement. Voilà, il y a des centaines de décisions qui sont prises par le gouvernement quasiment quotidiennement dans tous les domaines. Et d'accord sur tout, c'est impossible. Mais en grande partie, oui, quand même, voilà, puisqu'on a le même socle d'idées. Alors, il y a peut-être un sujet où vous n'êtes pas d'accord ou sur la même ligne que lui, c'est la chasse. Emmanuel Macron refuse de toucher aux règles en vigueur, peut-être avec des visées électorales derrière. Vous avez interdit la chasse sur votre territoire, et notamment dans le bois des Vouillans, qui se trouve sur les hauteurs de Fontaine, quand on part dans le Vercors. Alors, les Houillans est une grande partie du territoire de Fontaine, mais c'est assez complexe puisqu'il y a différents propriétaires. Il y a des propriétaires privés, il y a la ville de Fontaine qui est propriétaire de certains terrains, il y a même la métropole. Et donc, effectivement, sur nos terrains à nous, entre guillemets, on avait le choix de reprendre notre droit de chasse. C'est ce qu'on a fait lorsqu'on est arrivé. Donc, on a repris sur une partie de nos terrains, enfin sur l'ensemble de nos terrains communaux, le droit de chasse. Et aujourd'hui, on discute avec l'association de chasse, à la fois la CCA, mais aussi l'association départementale, la fédération de chasse, sur l'aménagement de ces bois des Vouillans, puisqu'on n'est pas propriétaire de tous les bois des Vouillans, donc la chasse pourrait continuer sur les terrains privés. Les propriétaires privés sont libres d'autoriser ou non la chasse sur leur terrain. Donc on discute avec la fédération de chasse et je dois dire que ça se passe bien. Alors après, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, mais on est là pour trouver un terrain d'entente, pour parler de certaines problématiques qui sont spécifiques à Fontaine. Fontaine est quand même une commune urbaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur des territoires comme le Vercors, où on a beaucoup de forêts, on est beaucoup plus dans la nature, alors qu'à Fontaine, on a de nombreux promeneurs, on a de nombreuses classes qui sont à la porte des Vouillans et qui vont se balader le week-end, mais même en semaine dans ces bois. Et nous, il nous semblait important de pouvoir limiter sur les zones qui sont extrêmement fréquentées la chasse. Donc on discute avec l'association et comme on n'a pas tous les terrains des bois des Vouillans et que notamment sur les parties où il y a de la circulation d'habitants, on est entre guillemets pas chez nous, on essaie de voir si on a un moyen pour essayer de limiter la chasse là où les habitants se promènent, pour pouvoir l'autoriser sur les terrains qui aujourd'hui sont communaux, qui sont beaucoup plus en hauteur et qui poseraient moins de soucis. Donc on est vraiment dans cette phase de discussion. On discute depuis plusieurs mois. Mais en tout cas, voilà, au départ de cette discussion, comme il y avait un renouvellement de convention qui était à l'ordre du jour, on a souhaité tout de suite dire non, on ne va pas renouveler pour plusieurs années la chasse sur nos terrains. On a repris nos droits de chasse et maintenant on discute pour créer quelque chose de cohérent. Voilà, nous, on est pas dogmatique, on discute avec les gens, on exprime nos craintes et on exprime notre volonté politique qui est de dire on veut que nos habitants puissent aller se promener en sécurité. Par contre, on le fait en bonne intelligence pour essayer de répartir cette organisation sur notre territoire. L'idée d'une journée sans chasse, c'est pas facile à dire, le week-end et notamment le dimanche, comme le propose par exemple Yannick Jadot, candidat à la présidentielle, c'est une bonne idée pour vous ? Alors nous, on est plutôt parti sur les terrains fréquentés et les terrains non fréquentés. Voilà, ça a été notre base de discussion en disant on essaie de limiter la chasse, bien entendu, sur les chemins qui sont utilisés par les promeneurs, par les écoles. Et c'est ça qui nous paraît important. Et sur ces parties-là, qu'il n'y ait pas de chasse du tout, que ce soit en semaine ou le week-end, parce que nos écoles montent, que ce soit en semaine, le matin, l'après-midi, le soir. Donc pour nous, il était important de plutôt raisonner en termes de zones de fréquentation. Et donc on n'a pas abordé cette différenciation week-end, semaine, en tout cas sur notre territoire de Fontaine. Bon, l'actualité de la semaine a aussi été marquée par la reprise de l'épidémie, la 5e vague maintenant qui nous touche, avec des nouvelles contraintes en termes de vaccination, de port du masque dans l'espace public. Certains élus réclament l'obligation vaccinale pour régler une fois pour toutes le problème, obligation vaccinale pour tous. Est-ce que ce ne serait pas finalement une solution de bon sens ? Alors effectivement, on voit bien qu'il y a une corrélation entre les vaccinés et le développement de l'épidémie. Et plus on a de vaccinés, moins l'épidémie se développe. Et on le constate aujourd'hui. La France, entre guillemets, avec le pass sanitaire, a eu la chance d'avoir de nombreux vaccinés. Et c'est une bonne chose. Effectivement, il faut défendre le vaccin. Moi-même, je suis vacciné. Je vis dans ma vie personnelle avec une médecin qui, bien sûr, me vante chaque jour les effets du vaccin. Donc moi, j'encourage évidemment notre population à se faire vacciner. Mais je crois que l'intermédiaire du pass sanitaire était une bonne solution en disant liberté à ceux qui ne veulent pas être vaccinés de ne pas le faire. Mais ça veut dire que demain, vous ne pourrez pas aller dans certains endroits comme des restaurants, des cafés. Donc c'était pas tout à fait une obligation, mais certaines restrictions qui étaient quand même imposées par rapport à ceux qui ne souhaitaient pas se faire vacciner. Et bien sûr, il faut qu'on
trouve le meilleur moyen pour essayer d'avoir un maximum de vaccinés. Mais aujourd'hui, la France fait partie quand même des meilleurs élèves, donc on doit le souligner. Et en fait, finalement, le pass sanitaire qui a aussi longtemps été critiqué, finalement, entre guillemets, a fonctionné puisqu'il a permis à certains, peut-être récalcitrants, de quand même se faire vacciner, donc c'est une bonne chose. Alors, il faudrait plutôt qu'on arrive jusqu'aux 90%, voire plus, de vaccinés, mais en tout cas, c'est pas la volonté du gouvernement d'aller sur cette obligation puisqu'on a déjà quand même pas mal avancé. Un pass qui passe pas partout. Il y avait cette semaine à Grenoble une manifestation des bibliothécaires qui refusent de contrôler le pass sanitaire à l'entrée de leurs établissements, qui ont été d'ailleurs sanctionnés pour certaines par la ville de Grenoble. Vous avez le même problème dans les bibliothèques de Fontaine ? On est moins concernés, bien que nos agents aient pu aussi manifester certaines craintes. On a pu échanger avec eux et je remercie la directrice générale des services qui s'est tout de suite mis au chevet de nos bibliothécaires. Alors effectivement, on a eu les mêmes questionnements, les mêmes doutes. On a eu des personnes qui ont été aussi sur ces positions-là. Mais voilà, on a su expliquer les choses et puis après, on a su aussi mettre en œuvre dans nos bibliothèques des aides. Par exemple, une borne qui permet de scanner automatiquement les passes sanitaires pour ne pas rajouter du travail supplémentaire à nos agents. Donc on a essayé de trouver avec eux un mode d'organisation qui fait en sorte de ne pas les surcharger, parce qu'il y avait aussi cette question, on n'est pas forcément que sur la symbolique du pass, pas pass, du contrôle, pas du contrôle, mais voilà, de voir dans leur organisation de temps de travail comment c'était possible de le mettre en œuvre. Alors, s'il n'y a pas de mouvement de gronde dans les bibliothèques de Fontaine, il y en a eu à la MJC Mandela, qui est une institution, on peut le dire, dans la ville de Fontaine. On en voit là quelques images. Un bel établissement dont vous avez décidé de changer complètement la gouvernance et le fonctionnement. Alors, lorsqu'on a été élu en juillet 2020, avec mon équipe municipale, on avait un projet pour l'éducation populaire. Et donc on s'est tourné vers l'association MJC Nelson Mandela qui occupait les locaux, nos locaux, pour pouvoir leur présenter nos nouvelles priorités. Donc on a discuté pendant une année et force est de constater qu'au bout d'un an, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. L'association nous a dit ne pas comprendre nos objectifs. Donc moi, j'ai pris la décision de lancer un appel à projet. C'est-à-dire que la ville a écrit noir sur blanc, sur 4 pages qui sont publiques, que chacun peut retrouver, les objectifs que poursuit notre nouvelle équipe municipale. Je cite quelques exemples, notamment l'Aller Vert. On souhaitait que l'association en place dans les locaux puisse faire un maximum d'événements dans nos quartiers avec les habitants. Je prends l'exemple du carnaval. On avait un carnaval qui était organisé surtout avec des prestataires, où on donnait une subvention d'environ 40 000 € à l'association MJC. Elle prenait des prestataires pour mettre en place ce carnaval, qui était très bien, sauf qu'on souhaite que cet événement, par exemple, puisse être construit en lien avec les habitants. Donc il y ait beaucoup plus de travail qui soit fait avec nos habitants. Un autre dossier qui était important pour nous, c'était le partage des locaux. Donc on souhaitait avoir une cogestion. La ville est propriétaire des locaux, mais confie à la MJC la gestion des locaux. Mais on souhaitait reprendre une partie de cette gestion pour pouvoir introduire d'autres associations. Il nous paraissait important. Donc le bâtiment qui est neuf, et surtout qu'aujourd'hui on manque de locaux dans notre commune et des associations en recherche, de pouvoir dire sur les temps où les locaux confiés à l'association MJC étaient disponibles, de pouvoir amener d'autres associations. Créer du lien, faire rencontrer les publics, et pour nous c'était important. Et là aussi on a eu des difficultés à faire valider ce projet-là, puisque l'association nous a répondu qu'elle n'était pas favorable. Donc on a mis en place cet appel à projet, on a reçu 4 candidatures, dont l'association MJC Nelson Mandela. Et lorsqu'on les a reçues en jury, malgré l'appel à projet qu'on avait écrit noir sur blanc avec nos nouvelles demandes, l'association n'a pas répondu et n'a pas proposé de nouveaux projets. Elle est restée sur le projet qu'elle faisait depuis des années à Fontaine. Elle ne s'est pas mis à répondre à ce que nous souhaitions, puisque la ville, au total, si je prends la subvention de 280 000 €, des subventions annexes, la mise à disposition des locaux, on est à plus de 400 000 € qui sont mis à disposition de l'association par la ville, ce qui est quasiment l'intégralité ou à 80% du budget de l'association. Donc pour nous, c'était important, bien sûr, que l'association avec qui on travaille puisse répondre à nos nouveaux objectifs. Ce qu'elle n'a pas fait, on a trouvé en face d'autres associations avec des projets beaucoup plus innovants qui nous ont dit « Ok, voilà, nous, l'Aller Vert, on est d'accord. On va créer un certain nombre d'animations. » On a eu des projets d'animation et c'est l'association Viltaïs que nous avons choisi, qui nous a proposé des festivals de BD, d'aller dans les quartiers, travailler avec les jeunes sur des courses automobiles, mettre en place un certain nombre d'animations nouvelles, enrichissantes. Et on s'est dit c'est exactement ce qu'il faut pour la ville de Fontaine. Et on a trouvé un partenaire qui était d'accord pour faire bouger les choses avec nous. Et on a été élus pour ça. Il n'est pas question de fermer le bâtiment à l'éducation populaire. Il n'a jamais été question de cela. On a toujours dit que le bâtiment resterait ouvert pour des activités familiales, pour des activités jeunesse. Par contre, on avait envie de faire plus.
Et aujourd'hui, on a trouvé une association avec qui on va pouvoir faire différemment et aller encore un petit peu plus dans ces projets-là. Bon, elle sera la manœuvre à partir de 2022, donc très rapidement. Il y a d'autres dossiers en cours en ce moment à Fontaine, qui concernent la commune, mais peut-être même un peu plus largement les habitants de l'agglo. Il y a d'abord la concertation pour le métro câble, ce fameux projet de téléphérique urbain pour relier Fontaine à Saint-Martin-le-Vinou. Il y avait une réunion publique cette semaine, jeudi soir, à laquelle s'est invité Arthur Glory. Monter dans un métro-câble en plein Grenoble devrait devenir réalité fin 2024. D'ici là, les habitants des quartiers en question se concertent jusqu'au 1er décembre. Ce projet de transport par câble permettrait de relier Saint-Martin-le-Vinou à Fontaine en passant par la presqu'île, une solution innovante pour répondre à un besoin de mobilité. Ce qui ressort, c'est quand même le besoin d'offres de mobilité collective, organisées. Donc après, on peut diverger sur la manière de répondre à la question, avec quel type de transport. Mais je crois que ce qui fait consensus, c'est qu'il y a un besoin dans ce secteur d'offres de déplacement supplémentaires qui n'ajoutent pas des voitures aux voitures. Ça, c'est quelque chose aussi d'important pour désenclaver, pour décongestionner ce secteur qui l'est fortement aujourd'hui. Et nous sommes convaincus que cette ligne de transport par câble pourra y répondre. Comment monter son vélo? Combien de personnes par cabine? Quel impact sur l'environnement? Pour les habitants, de nombreuses questions demeurent. Tiraillés entre un besoin de mobilité et une urbanisation grandissante, les avis divergent. Le projet, on a entendu parler il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je me pose beaucoup de questions sur la somme importante. Donc c'est quand même 65 millions d'euros qui sont déversés pour ce projet-là. Alors qu'on a l'impression qu'il pourrait y avoir des solutions alternatives. Donc il y a notamment un projet de bus qui avait été étudié, mais qui a été mis de côté. Et du coup, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, on a mis toute l'énergie et l'argent qu'on veut dans ce projet de métro-câble parce que c'est plus innovant, parce que ça fait beau. Il y a quand même un problème qui est purement géographique. On est enclavé entre l'Isère et le Drac. Et en gros, le seul transport en commun dont on puisse disposer de manière régulière, c'est la ligne B du tram. Donc ça marche, sauf justement quand ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'un projet, que ce soit du câble ou quoi que ce soit d'autre, mais qui relie idéalement donc Saint-Martin-le-Vinou, Presqu'île et Fontaine, ça permettrait vraiment de désenclaver la Presqu'île en nous donnant un accès simple au reste de l'agglo. Plusieurs sujets sont alors soumis à concertation, l'aménagement des espaces publics et des stations ou encore la configuration intérieure des cabines. Toutes les remarques seront recueillies et deviendront des pistes à creuser pour l'enquête publique prévue au printemps 2022. Bon, il n'y avait pas grand monde dans cette réunion publique jeudi soir, une dizaine de personnes. Ça ne passionne pas vos concitoyens, ce projet de téléphérique urbain? Si, ça passionne nos concitoyens. Alors, ça n'a pas été la seule réunion. On est dans un cycle de réunions et j'étais moi-même à la première réunion qui a eu lieu il y a 1 mois et demi. On a fait 200 personnes à la Salée de Montvigne à Fontaine. Donc, effectivement, la première a forcément attiré plus de monde. Là, on était plutôt dans de la redite, donc vous avez eu moins de réunions à la réunion de cette semaine, mais moins de personnes. Mais non, ça passionne nos habitants, il y a beaucoup de questionnements et on est là pour y répondre. Bon, c'était la dernière, effectivement, de cette phase. Jean-Pierre Berbier, le président du département, dont vous faites partie de sa majorité, est clairement contre ce projet, il nous l'a dit clairement sur ce plateau. Émilie Chalas dénonce, elle, un projet un peu trop coûteux par rapport à l'enjeu que ça représente et au nombre d'habitants que ça peut concerner. Christian Coignet, le maire de Sassenage, ne veut pas non plus de ce tracé. Quelle est votre position, vous, sur ce dossier ? Alors nous, la commune de Fontaine, on est plutôt favorable à ce transport par câble. Oui, on est favorable parce que ça va évidemment donner un coup de boost à notre territoire. Aujourd'hui, on parle du quartier qui est autour de Géant à Fontaine, donc un quartier qui mérite une mutation importante et on parlera du projet Porte du Vercors puisqu'on est entre Fontaine et Sassenage. Et le transport par câble permet quand même une chose, c'est de relier 3 lignes de tram, relier la A à Fontaine, la B sur la Presqu'île et la E à Saint-Martin-le-Vinou. Et c'est un mode de transport écologique rapide, puisqu'en 14 minutes, on pourra traverser de Fontaine à Saint-Martin-le-Vinou. Et on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit la rocade, que ce soit les axes traversant de Fontaine, Sassenage, Saint-Martin-le-Vinou, sont assez congestionnés. Donc ça permettra sur ce tracé, bien évidemment, d'avoir des trajets plus courts, plus rapides et plus respectueux de l'environnement. Donc là-dessus, nous, on est plutôt favorable. Après, il faut aussi vivre avec son temps et c'est une nouveauté pour notre métropole. Et nous, on est satisfait de voir que ce nouveau projet a été
a été mis et sera installé sur la commune de Fontaine. Il y a des craintes de la population de voir des cabines passer au-dessus de leur jardin. Ils vous expriment ça, les habitants? Oui, forcément. Hein. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura du bruit? Est-ce que les cabines vont passer au-dessus de mon jardin? Est-ce qu'il va y avoir une vue sur mon appartement? Alors, à Fontaine, entre guillemets, on est très peu concerné par ces passages des cabines. Déjà parce que le départ se passe dans une zone où aujourd'hui il n'existe rien. Alors, potentiellement, nous allons construire autour de ce départ du câble. Mais aujourd'hui, la population ne va pas être impactée, ou en tout cas très peu, puisque le bruit va pas les concerner et les cabines vont passer assez loin des habitations. Il y a une question qui se pose sur les quais du Drac, où il y aura un léger survol sur un bout de quartier qui aujourd'hui entre Fontaine et Sassenage. Mais en tout cas, pour l'instant, le tracé du câble ne concerne peu de nos habitants qui ne seront très peu exposés. Quelle relation vous avez avec le maire de Sassenage, Christian Coignet, lui qui est contre ce projet et ce tracé? Vous êtes plutôt dans la même famille politique, en tout cas dans la même tendance? Alors avec Christian Coignet, on s'entend effectivement très bien. C'est un sujet de fâcherie quand même, ce métro-câble? Non. Après, effectivement, une partie du tracé est sur sa commune. C'est-à-dire que cette ligne qui descend entre Fontaine et Sassenage passe du côté Sassenage. Elle ne passe pas du côté Fontaine. Donc effectivement, nous, on est moins impactés que la commune de Sassenage. Mais aujourd'hui, sur la partie Sassenage, on est plutôt aussi sur des champs, voire le survol de quelques habitations. Et forcément, il y a une crainte sur cette habitation. Et je peux comprendre le maire de Sassenage qui, lui, peut avoir dans ses réunions publiques des habitants qui craignent aussi cela. Voilà, il n'y a pas de surprise au questionnement qu'il peut se poser, puisque ses habitants à lui se posent ces questions-là. Après, il faut savoir, bien sûr, utiliser les bons arguments et essayer de démontrer qu'il y aura peu ou quasiment pas de nuisances suite à la mise en place de ce câble. Après, sur le parcours, on peut aussi entendre que le maire de Sassenage a envie que le parcours soit prolongé jusqu'au bout de sa commune, puisqu'il a des grandes entreprises aussi qui sont du côté de Noyaré et Veurey-Voroise. Et peut-être à terme, souhaite-t-il bien sûr que le câble puisse aller de ce côté-là, mais pour l'instant, ce n'est pas le trajet sélectionné dans ce projet-là. Nous a dit qu'il y aurait pas mais de voilà, de parcours. cet avis-là est tout à fait entendable et compréhensible, puisqu'il me dit, voilà, il y a des habitants, il y a des travailleurs qui ont émis le souhait d'avoir un câble qui soit prolongé de ce côté-là. Donc il faut aussi l'entendre, mais ce n'est pas en tout cas le débat de ce projet-là et ce ne sera pas le débat de l'enquête publique qui va avoir lieu dans quelques mois. On a vu il y a quelques instants la photo aérienne justement du site que vous évoquez, qui sera le terminus de ce métro-câble. On peut peut-être la revoir, cette photo qui est un endroit, un nœud, on va dire, à Fontaine, avec des centres commerciaux. Il y avait à l'époque, sur la gauche, le Magique, une célèbre boîte de nuit que beaucoup de générations ont fréquenté, le Drac Ouest ensuite, quand il a changé de nom. Cette zone-là va accueillir ce métro-câble, mais il y a un projet beaucoup plus large qui s'étend sur, je crois, une bonne centaine d'hectares. C'est exactement ça, c'est le projet Porte du Vercors qu'on voyait sur la droite de l'image. C'est une zone à Fontaine qui est en mutation, où on a eu des entreprises et des magasins comme But, qui aujourd'hui est fermé, donc une zone qui mérite d'être en mutation et qui n'est pas en zone inondable. Donc nous avons la chance à Fontaine d'avoir quelques terrains encore où nous pouvons faire des constructions. Et nous, on a besoin de logements de qualité sur Fontaine. Voilà, on a une volonté politique de construire des logements de qualité, mais aussi de développer notre pôle économique. Et c'est pour ça que nous travaillons également sur un cinéma, sur des restaurants, sur l'installation d'enseignes de bricolage, par exemple, que nous n'avons pas aujourd'hui sur Fontaine et sur la rive gauche du Drac, et de développer aussi un gros pôle médical. Donc ce projet Porte du Vercors, en réalité, il est mixte. Il y a du commerce, il y a des services, il y a bien sûr du logement, il y a une grosse partie, ce qu'on appelle la trame verte et bleue, qui va concerner l'environnement. Donc on va réouvrir les ruisseaux, on va planter des arbres, on va créer des jardins partagés au milieu de ces habitations. Donc on va faire un projet de qualité et qui ne soit pas dérangeant pour les habitations existantes. Et lorsqu'on a été élu en 2020, on s'est tourné vers la métropole et on a demandé à la métropole aussi de travailler sur les hauteurs du projet. Au départ, on était sur des hauteurs de R+7, donc de 7 étages. Et nous, on a souhaité abaisser ces hauteurs à R+5, et la métropole nous a entendu, donc remercier la métropole sur ce dossier-là, et d'avoir ces hauteurs les plus importantes de R+5, plutôt sur les parties donc où il n'y avait pas d'habitation existante, et au contraire, en face des habitations existantes, rester sur du R+2, en tout cas du petit collectif, et nous avons été entendus, puisqu'on souhaite que ce projet soit qualitatif et s'insère le mieux possible dans les habitations existantes. Alors c'est un projet dont on a beaucoup parlé, il y a eu énormément de réunions publiques, de concertation avec les habitants. On voit quelques images d'une des dernières en 2019. Aujourd'hui, il en est où concrètement? À quelle échéance on peut voir sortir les premières constructions que vous évoquez?
Alors nous travaillons, c'est un énorme projet puisque je vous l'ai dit, il y a du logement, il y a des commerces, il y a un cinéma, il y a des restaurants, il y a un pôle médical, il y a une trame verte et bleue, donc on va sortir les ruisseaux, planter des arbres et ça demande du temps. Donc les réunions techniques ont eu lieu, auront encore lieu au mois de décembre, il y en a une début décembre et nous avons un COPIL, un comité politique le 18 janvier je crois, où là aussi on continuera à avancer. Et j'ai parlé de l'enquête publique du câble qui aura lieu au printemps, donc là aussi ce sera une étape extrêmement importante puisque cette enquête va déterminer si le projet va pouvoir aller au bout. Et en tout cas, en ce qui concerne le câble, ce sera assez rapide, puisqu'on est l'ordre sur des travaux 2023 et une ouverture 2024. Et nous avons aussi le début des constructions qui vont attaquer avant la fin du mandat, et notamment sur la partie commerciale, sur la partie cinéma et sur la partie restaurant, qui seront construites en premier. Alors, vous parlez du cinéma. La Commission nationale d'aménagement cinématographique a retoqué le projet de cinéma multiplex de Saint-Martin-d'Hers sur une zone un peu similaire à la vôtre, à Nerpic, que l'on voit là. Sans cette autorisation, on ne peut pas construire de cinéma. S'il le refuse à Saint-Martin-d'Hers sur un projet de 10 salles, il y a peu de chances que vous ayez l'autorisation de construire un cinéma chez vous. Alors, on n'est pas tout à fait sur le même projet et on n'est pas tout à fait non plus dans la même zone géographique. Aujourd'hui, sur la rive gauche du Drac, on n'a pas de cinéma. C'est-à-dire que vous avez une partie de la population de la métropole et même plus largement du Vercors qui aujourd'hui ne trouve pas sur sa partie de territoire cette offre-là. Et on est sur un projet qui aussi est beaucoup plus modeste puisqu'on parle plutôt de 7 salles sur Fontaine, donc un cinéma qui serait beaucoup plus petit, qui permettra d'être vraiment en tout cas intéressant et utilisé à sa juste valeur par nos habitants et par le secteur. Alors le cinéma de Saint-Martin-d'Hers pose d'autres questions de relations avec Échirolles, avec Grenoble, et qui est un projet beaucoup plus important. Et c'est vrai que la CDAC qui a dû juger ce projet-là a mis quelques doutes et a parlé surtout du nombre de salles, de la concurrence avec les cinémas qui sont proches, comme celui de Grenoble, alors que nous, on n'est pas tout à fait sur le même territoire et surtout le projet est plus petit, il correspond plus aux attentes des habitants et aux besoins du secteur. Donc on est beaucoup plus optimiste quant à la validation de ce projet-là parce qu'il n'est pas surdimensionné. S'il avait été surdimensionné, on est plutôt autour de 7 salles. Voilà. Alors après, il faut plutôt raisonner en nombre de fauteuils, mais pour les gens, parler de cette salle. Et la métropole avec qui on discute nous a bien fait part de cet argument en disant que si on partait aujourd'hui sur 10 voire 12 salles, effectivement, on peut se confronter à un avis négatif. Sauf que ce n'est pas notre but et on ne veut pas faire de projet surdimensionné. On veut que ce soit à l'échelle de notre territoire, de Fontaine, Sassenage, mais Cessin, Cessiné, Clé, et de l'autre côté, Noyaré, Veurey, le Vercors, qui correspondent aux besoins de nos habitants. Alors, il y a un autre dossier qui a défrayé la chronique politique locale depuis le mois de septembre, c'est celui du pont Esclangon entre Fontaine et Grenoble. Ceux qui suivent cette émission chaque semaine connaissent bien le dossier. Le pont avait été fermé à la circulation cet été pour des travaux entrepris par la métropole. Quand elle a voulu le réouvrir en septembre, la ville de Grenoble s'y opposait, préférant laisser les vélos circuler sur les voies. S'ensuit alors 2 mois de blocage, de recours judiciaires, de dialogue de sourds entre les deux camps avant que la métropole contraigne la ville à rouvrir le pont. Vous avez même manifesté, vous, Franck Longo, au cours de ce conflit, votre mécontentement. On le voit sur ces images avec d'autres élus, dont la députée Émilie Chalas. Vous souhaitiez, dès le début, que la métro puisse réouvrir ce pont normalement entre Grenoble et Fontaine. Vous avez eu l'impression de ne pas être respecté dans ce dossier ? Personne n'était venu vraiment vous demander votre avis. Oui, c'est exactement ça qui nous a dérangé à Fontaine, c'est qu'on a un pont entre 2 communes, entre Grenoble et Fontaine, et qu'une commune prend unilatéralement la décision de fermer en bas du pont un sens de circulation. Donc ça a été fait à la fin de travaux, donc le pont aurait dû réouvrir, finalement il ne l'a pas été, donc on a découvert le matin même que le pont était resté fermé. Donc on s'est bien sûr retourné vers la ville de Grenoble pour demander des explications qu'on n'a pas forcément eues, puisque moi j'ai écrit à Éric Piolle et j'ai pas eu de réponse à mon courrier. Donc ça avait été fermé pendant au départ 2 semaines, ça a été prolongé pendant 1 mois supplémentaire. En lien avec la métropole, bien sûr, on a contesté cette décision, puisqu'un certain nombre de choses n'avaient pas été respectées, et notamment sur le cadre juridique. Et d'ailleurs, cet arrêté a été sanctionné par le tribunal, puisque la ville de Grenoble n'avait pas consulté la métropole. Donc Grenoble, bien sûr, n'avait pas respecté les procédures réglementaires. Donc le droit n'avait pas été respecté, mais aussi les règles de courtoisie. Lorsqu'on est entre 2 communes, bien sûr, on appelle, je considère que c'est un minimum, le maire de la commune d'en face avant de prendre une telle décision. Et moi, je suis content que le droit ait remis les choses à sa place. Et nous avons maintenant ouvert des discussions avec la ville de Grenoble. Donc le pont a été réouvert
réouvert. Alors là, il est fermé quelques jours pour travaux, ça n'a rien à voir avec des questions politiques, mais aujourd'hui, la ville de Grenoble s'est engagée à continuer les discussions avec nous, et c'est un minimum, et c'est là-dessus que nous avons demandé à la ville de Grenoble d'être à minima respectée, pas forcément d'être écoutée, puisqu'on n'a peut-être pas les mêmes avis, mais au moins nous faire part d'une décision lorsqu'elle concerne 2 communes, de la prendre au moins avec la commune d'en face. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec Éric Piolle, avec les écologistes Malheureusement, cet épisode démontre qu'elles n'ont pas été bonnes depuis le mois de septembre, mais la reprise des discussions permet peut-être d'entrevoir de meilleures relations. En tout cas, nous, la commune de Fontaine, je le redis, doit être écoutée lorsqu'il y a des travaux, lorsqu'il y a des discussions, lorsqu'il y a des projets entre Grenoble et Fontaine, et on en parlera bientôt pour le passage de la chrono-vélo. Il me semble primordial, si ce n'est important, de pouvoir ouvrir des discussions et que les 2 maires puissent se parler, que les 2 équipes municipales puissent décider de ces choses-là ensemble. Bon, pas de grosse ambiance donc avec les écologistes pour l'instant. On va voir si ça se passe mieux avec leur allié, le président de la métropole, Christophe Ferrari. Je suis un peu taquin en disant allié, mais ils font quand même partie aujourd'hui de la même majorité à la métro. En tout cas, Christophe Ferrari était notre invité la semaine dernière et je lui ai demandé, comme à tous les invités qui viennent depuis la rentrée, de vous poser une question, Franck Longo. Monsieur le maire, cher Franck, la question que je souhaitais vous poser, c'était finalement, après 1 an d'expérience de maire, comment vous, en toute objectivité, vous jugez aujourd'hui les relations qui s'opèrent entre votre ville, Fontaine, qui est une des villes importantes de la métropole, et la métropole, tout simplement. Finalement, est-ce qu'il y a des choses qui sont satisfaisantes, il y a des choses à améliorer? J'écouterai votre réponse avec beaucoup d'attention parce que mon rôle, c'est effectivement toujours d'être au service des maires, tous les maires, quelle que soit leur sensibilité politique dans cette agglomération. Il vous écoute, Christophe Ferrari et Franck Longo. Alors c'est une réponse sur plusieurs plans. Déjà parler de la relation entre moi, Franck Longo, maire de Fontaine, et Christophe Ferrari, président de la métropole, et dire déjà que je ne regrette pas d'avoir voté Christophe Ferrari lors de l'élection du président de la métropole. Même s'il ne vous a pas inclus dans sa majorité. Oui, non, c'était un choix politique entre 2 candidats qui se sont présentés, et je crois avoir fait le bon choix parmi ces 2 candidats-là. Votre candidat, c'était Yann Montgaboru pour les écologistes. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Parce que je me sens déjà écouté par le président Christophe Ferrari. Et là, je sors d'ailleurs d'une réunion avec lui et ses équipes, et moi et mon équipe. On a été entendus pendant plus d'1 heure et demie par le président sur les projets de Fontaine en lien avec la métropole, et je suis satisfait de voir que ça avance. Et le principal pour moi, c'est de pouvoir défendre mes dossiers et que ces dossiers soient portés par la métropole. Je prends quelques exemples. La déchetterie de Fontaine, on a enfin fixé le calendrier de cette reconstruction de déchetterie, et à la fin 2024, normalement, sur notre territoire fontainois, nous aurons une déchetterie maxi, toute nouvelle pour nos habitants, et c'est un projet qui est porté par la métropole. Ensuite, la zone économique des Vouillans sera aussi retravaillée avec des nouveaux travaux pour améliorer des pistes cyclables, des rues, du stationnement. Et là aussi, on est écouté par la métropole. Donc, on voit que la métropole s'implique sur la commune de Fontaine. Après, il y a d'autres dossiers qui sont encore en discussion. Je pense par exemple au centre de loisirs de Saint-Nizier, où on a sollicité l'aide de la métropole, ou par exemple le projet Porte du Vercors, où là on souhaite la construction d'une école, puisqu'on sait qu'il va y avoir de nombreux logements. Et on a un besoin potentiellement entre 8 et 10 classes qui va se créer sur ce secteur-là. Et on va avoir besoin de la métropole pour nous accompagner sur la construction de cette école. Ensuite, une relation plutôt mairie de Fontaine au sein de l'Assemblée métropolitaine. Et notre rôle à nous, effectivement, on n'est pas aujourd'hui dans la majorité, mais on ne se considère pas non plus dans l'opposition. On essaye d'être constructif et on essaye de défendre nos projets et de dire ce qu'on pense sans rentrer dans des combats politiciens. Mon rôle, ce n'est pas d'attaquer tel ou tel maire qui pourrait être pas la même étiquette politique que la mienne. Je ne suis pas là pour attaquer le maire de Saint-Martin-d'Hères ou le maire d'Échirolles. C'est pas ça mon rôle, c'est ne pas faire de la politique politicienne, mais plutôt vraiment discuter, de faire avancer ces dossiers, puisqu'on a tous à gagner à faire travailler les maires ensemble. Et c'est peut-être un petit peu le regret que j'aimais depuis la mise en place de cette assemblée métropolitaine, c'est de dire que dans d'autres agglomérations, les maires travaillent ensemble, quelles que soient leurs étiquettes politiques. Et on a vu malheureusement, lors de l'élection de Christophe Ferrari et dans les mois qui ont succédé, que la mise en place de cette majorité était extrêmement compliquée, qu'on gagnerait
tous ensemble mieux à travailler ensemble. Et on a d'ailleurs des conférences des maires qui fonctionnent bien, où on pourrait même construire un petit peu plus de projets ensemble. Et je crois que voilà, c'est aussi notre rôle, une fois qu'on est élu, qu'on représente nos communes, on est tous légitimes à pouvoir travailler ensemble et de réellement pouvoir le faire, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et qu'il n'y ait pas plusieurs niveaux de maire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas certains qui soient devant les autres. Et enfin, le dernier point, c'est les Fontenois dans cette métropole. Et je sais que nos habitants se posent beaucoup de questions, puisque les répartitions de compétences sont quand même compliquées. On nous appelle pour des trous dans la route, et nous, on essaie de dire, c'est pas nous, mais c'est la métropole. Donc il faut qu'on arrive à trouver le meilleur moyen de fonctionner, et qu'on puisse être le plus efficace possible sur ces compétences, qu'elles soient d'ailleurs communales ou intercommunales, pour agir au plus près de nos habitants. Et en fait, nos habitants ne veulent pas savoir, entre guillemets, qui est responsable de quoi, mais à nous de nous organiser avec la métropole pour être le plus réactif possible. Et on voit là, sur ce sujet-là, qu'on a encore du chemin à faire. Allez, vous l'avez évoqué un petit peu en début d'émission, en parlant de sécurité à Fontaine. Ça avait d'ailleurs été un des axes de votre campagne municipale, l'image de Fontaine, le sentiment d'insécurité vécu par la population. Ce n'est pas, en tout cas, la commune la plus sûre de la métropole. Aujourd'hui, quelles sont les actions que vous avez mises en place pour essayer de lutter contre ça ? Alors on a mis déjà pas mal de moyens supplémentaires sur la sécurité à Fontaine, que ce soit des moyens techniques ou que ce soit des moyens humains. Sur les moyens humains, on n'oublie pas la médiation. On a par exemple souscrit avec la métropole et une société de sécurité le passage dans certaines allées avec les bailleurs, qui nous a permis d'avoir un renforcement de la présence humaine sur le terrain. On a souscrit aussi avec le CIRD, donc c'est les 6 communes de la rive gauche du Drac, avec une association qui s'appelle ALTM, de nouveaux médiateurs sur notre territoire. On a mis en place sur la période d'été, depuis le mois de mai, la police municipale présente le dimanche, donc on a renforcé la présence de nos agents sur le terrain. Et ensuite, on met aussi des moyens techniques, c'est-à-dire qu'on a voté un plan de vidéoprotection de 1 million d'euros pour 60 lieux de caméras dans Fontaine, pour lutter contre ce qu'on appelle nos 4 priorités à Fontaine, les trafics, les vitesses qui sont excessives et qui créent du danger, les dépôts sauvages et enfin les nuisances en tout genre, qui peuvent être les squats, les feux d'artifice, etc. Donc ça, ce sont nos 4 priorités. Et nous travaillons bien sûr en collaboration accrue avec la police nationale. Et pour vous donner quelques chiffres, nous avons augmenté notre présence sur le terrain et nous avons augmenté les sanctions aussi de ceux qui ne respectent pas la règle. Je prends par exemple sur les procès-verbaux dressés, on a plus 30% depuis cette année, on a plus 10% de PV électroniques. Sur la collaboration avec la police nationale, on a plus de 50% de présence ensemble sur le terrain. On a renforcé nos contrôles routiers, on a fait x2, on est à 200 heures aujourd'hui de contrôle routier sur Fontaine. On a élaboré un protocole de lutte contre les dépôts sauvages avec le procureur de la République pour mettre en place de nouveaux dispositifs plus rapides pour sanctionner de manière plus efficace les dépôts sauvages. On a fait des conventions avec les collèges sur la responsabilisation des jeunes. Et le volet éducation, il est extrêmement important. Quand on parle de sécurité, forcément, on parle d'éducation en même temps. Et nous, ce qu'on sait, c'est mettre énormément de moyens dans l'éducation. Et notre priorité municipale, elle est vraiment axée vers l'éducation. On va reconstruire des écoles. La qualité des bâtiments et la qualité d'enseignement dépend aussi des infrastructures. On met aussi de l'argent dans de l'aide aux devoirs, c'est 60 000 € où on va, grâce aux enseignants, financer ces interventions des enseignants sur le temps périscolaire. Donc on accompagne nos jeunes à faire les devoirs parce qu'on sait que le retard qui est pris à l'école, il ne se rattrape pas au collège, il ne se rattrape pas au lycée non plus. Et enfin, on a vraiment cette volonté de dire aux jeunes, on va t'aider à voyager, à découvrir le monde. Et on sait très bien qu'un jeune qui aujourd'hui voyage et qui revient à Fontaine dans son quartier, demain, il n'aura qu'une seule envie, c'est de continuer à voyager, de partir ailleurs et d'avoir de l'ambition au sens noble du terme et de pouvoir s'épanouir. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment de donner les clés de l'émancipation, puisqu'à Fontaine, on le sait, c'est une commune particulière qui a connu l'immigration. Moi-même, je suis petit-fils d'immigrés italiens. Et on a des familles qui ne parlent pas français ou des familles qui parlent français, mais qui ne sont pas en capacité d'aider leurs enfants à faire les devoirs à l'école. Donc nous, on a considéré que c'était notre rôle, notamment sur le temps périscolaire, de pouvoir donner le maximum de chance à nos enfants. Et je viens de recevoir les chiffres de réussite des collèges, elles sont en progression. Donc on va continuer, bien sûr, à mettre en place ces dispositifs-là. Et c'est à nous aussi, municipalité, de pouvoir donner un maximum de chance à nos enfants. Et donc on le fait, que ce soit sur les jeunes de nos écoles, mais que ce soit sur les activités des collégiens et des lycéens. Merci Franck Longo. On arrive au terme de cette émission. Une petite carte blanche rapide, comme on le fait avec tous nos invités.
Alors je voulais parler au départ de l'attractivité de Fontaine, mais j'en ai quand même grandement parlé. On va créer un certain nombre d'animations pour développer et rendre attractive notre ville. Mais j'étais en fait devant votre studio tout à l'heure et je regardais en face un lycée auquel j'ai appartenu, puisque j'étais à Pierre-Termier, donc ça m'a fait remonter pas mal de souvenirs et une certaine fierté finalement du chemin accompli. Et si aujourd'hui je suis maire de Fontaine à 33 ans, je le dois aussi à mon équipe municipale, donc j'avais envie de les remercier, puisque sans eux, j'ai 29 élus qui sont extrêmement bien impliqués, les remercier pour tout le travail qu'ils font et leur dire que voilà, je suis fier d'eux et que chaque jour, j'ai plaisir à venir les voir, à travailler avec eux. Alors, c'est pas toujours facile, il y a beaucoup de travail à faire. Mais quand on prend un petit peu le temps de réfléchir à déjà tout ce qu'on a fait et à tout ce qui nous reste à faire, c'est énormément d'envie, c'est une chance incroyable que j'ai aujourd'hui d'être maire. Et bien sûr, remercier les habitants parce que sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et je n'ai qu'une envie, bien sûr, c'est qu'ils soient satisfaits, en tout cas qu'ils soient contents de ce qu'on aura accompli à la fin du mandat. Donc j'espère les servir au mieux et que ça continue le plus longtemps possible. Bon, dernier petit exercice, vous allez poser une question à l'invité de la semaine prochaine, c'est Jean-Charles Collaroy, le député La République En Marche de la 2e circonscription, plutôt sur la commune de Saint-Martin-d'Air en ce qui le concerne. Vous regardez la caméra en face de vous et vous lui posez la question que vous voulez. Monsieur le député, cher Jean-Charles, je sais que vous êtes attaché aux questions qui concernent l'économie, puisque vous êtes vous-même issu du monde de l'entreprise dans votre activité personnelle. À Fontaine, nous avons un sujet extrêmement important qui concerne nos jeunes, qui concerne l'emploi. Et donc ma question va se tourner vers ces sujets-là. D'abord, pouvez-vous nous expliquer comment nous allons arriver dans notre pays à réindustrialiser pour bien sûr développer notre économie et favoriser l'emploi. Et ensuite, particulièrement sur les friches industrielles et commerciales, puisqu'on le voit, sur un territoire comme Fontaine, on est une petite commune et on doit forcément reconstruire la ville sur la ville et reconstruire les entreprises sur les entreprises. Donc comment on arrive à se saisir de ces sujets-là et quelles sont nos perspectives ? Merci Franck Longo. On posera la question à Jean-Charles Collaroy la semaine prochaine. Le QG Politique, c'est le vendredi à 21h15, le samedi à 13h, le dimanche à 19h. Et vous pouvez également revoir toutes nos émissions en ligne sur le site télégrenoble.net.